Jeanne d'Arc, sainte, héroïne, peut-être même sorcière pour certains, c'est sans aucun doute l'une des figures les plus complexes et les plus passionnantes de l'histoire. Allez, on va essayer de démêler un peu tout ça, de faire la part des choses entre la légende et la réalité. D'abord, il y a l'image la plus connue peut-être, celle de la sainte. C'est la version de l'Église catholique qui l'a d'ailleurs canonisée. Une figure de foi, de pureté, un véritable symbole spirituel qui a guidé la France. Mais il y a une toute autre vision, tout aussi forte, celle de l'héroïne du peuple, la petite paysanne qui se lève, qui mène les armées, mais qui finit trahie par son roi et brûlée par une église qu'elle vénérait. C'est l'image qu'un historien comme Michelet, par exemple, a beaucoup popularisée. Et puis, il y a la gêne politique. Et là, c'est fascinant. Son image a été reprise par absolument tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Elle est devenue une sorte de symbole universel, un étendard que chaque camp politique brandit pour servir sa propre cause. Du coup, avec toutes ces images qui se superposent et se contredisent, la question est inévitable. Mais qui était-elle vraiment? Pour essayer d'y voir plus clair, il n'y a pas 36 solutions. Il faut revenir aux sources, remonter le temps. On va tenter de retrouver la femme du XVe siècle sous toutes les couches de légendes qui se sont accumulées depuis. Et là, c'est assez incroyable, mais pour une jeune paysanne de cette époque, sa vie est hyper bien documentée. On a gardé les minutes complètes de ses deux procès, celui de sa condamnation et celui de sa réhabilitation quelques années plus tard. C'est une chance inouïe. Et ces documents, ils nous ancrent dans du très concret. Regardez ça par exemple. C'est sa signature, Johanne. Là, on n'est plus dans le mythe. On est face à une personne réelle, une jeune femme qui a bel et bien existé et qui a signé de sa main. Et sa vie publique, c'est un véritable météore. Tout s'est joué en à peine 2 ans. Elle naît vers 1412, dans une France en pleine guerre de Cent Ans. En 1429, elle explose sur la scène publique, libère Orléans, fait sacrer le roi Charles VII à Reims. Mais à peine un an plus tard, en 1430, elle est capturée. En 1431, c'est le procès et le bûcher. Il faudra attendre 1456 pour que son nom soit enfin lavé. C'est une épopée absolument fulgurante. Alors, comment est-ce qu'on passe de cette histoire, aussi incroyable soit-elle, au mythe de la guerrière invincible? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce tableau, il résume parfaitement le décalage. D'un côté, on a le mythe, la sauveuse qui agit seule, la super stratège militaire, la croyante qui ne doute jamais. Et de l'autre, la réalité des sources, une jeune femme qui n'est jamais seule, qui est entourée de chefs de guerre, qui a un rôle plus symbolique que tactique, et qui, comme n'importe qui, exprime ses doutes. La réalité est toujours plus nuancée et finalement plus humaine. Et cette construction du mythe, on la voit très bien à travers les symboles qu'on lui colle. C'est une vraie bataille de symboles. On retourne à son procès. Les juges lui demandent de décrire son étendard, son drapeau, et sa description est ultra précise. On le voit bien, son étendard à elle, l'historique, est un symbole typique du XVe siècle. Du blanc, des fleurs de lys pour le roi de France, et les noms de Jésus et Marie. C'est un objet purement religieux et royaliste. Ça n'a rien à voir avec une idée de nation, comme on l'entend aujourd'hui. Et pourtant, l'image qui vient quasi spontanément en tête de nos jours, c'est laquelle? C'est celle-ci, Jeanne d'Arc brandissant le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est une image qui s'est imposée bien plus tard, au XIXe siècle. Or, c'est un anachronisme complet. Le drapeau tricolore, il a été créé pendant la Révolution française, en 1794, c'est-à-dire presque 400 ans après la mort de Jeanne. On a tout simplement projeté un symbole moderne sur une figure du Moyen-Âge pour construire un nouveau récit, une nouvelle histoire nationale. Et cette réappropriation, elle va bien au-delà d'une simple histoire de drapeau. C'est vraiment tout son héritage qui est devenu un immense terrain de jeu politique et idéologique. Regardez un peu ça. Au XIXe siècle, la gauche républicaine la voit comme une fille du peuple. À la même époque, l'Église en fait une sainte de la patrie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy l'utilise comme un symbole anti-anglais et tradi. Et depuis les années 80, l'extrême droite en a fait son icône. Chacun a littéralement fabriqué sa propre Jeanne. Alors, on pourrait se dire, mais au fond, quelle importance? Pourquoi est-ce que c'est si crucial de faire la différence entre la femme historique et tous ces mythes? Eh bien, c'est essentiel, parce que le mythe, il s'amplifie, il appauvrit. Alors que l'histoire, elle, nous révèle une personne bien plus complexe, plus humaine, et honnêtement, bien plus fascinante. Le parcours réel de cette jeune femme est tellement extraordinaire qu'il a pu nourrir 600 ans de légendes. Et ça nous laisse sur une dernière question. Finalement, la véritable Jeanne d'Arc, celle de l'histoire, n'est-elle pas, en elle-même, déjà bien assez puissante, sans qu'on ait besoin de lui rajouter des mythes?